Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Elle est la reine du foyer et a le triple rôle d'épouse, de mère et de ménagère. En Afrique, l'éducation des enfants repose en grande majorité sur la disponibilité de la mère. À la quête de leur autonomisation, les femmes passent la majeure partie de leur temps dans les services. Quelle est donc leur disponibilité pour le foyer et quels sont les impacts de l'indisponibilité des mères sur l'éducation des enfants? C'est cette problématique que nous aborderons sur ce plateau avec comme invitée Marie-Constance Dalmeda Melomé, communicatrice, mère au foyer, à la retraite mais pas inactive. Bonjour Marie-Constance. Bonjour Nadège. En face de vous, Cyril Siro-Seke, thérapeute relationnel, époux. Merci d'être avec nous. C'est moi. Et je ne suis pas seule pour conduire les échanges. À mes côtés, Rodrigue Babagbeto. Bonjour Rodrigue. Bonjour Nadège et déjà très bonne fête de la femme à toi. Merci Rodrigue. Marie-Constance, merci d'avoir répondu à notre invitation. Très bonne fête de la femme à vous également. Merci Rodrigue. Cyril Seke, accepté d'être le dernier que je salue sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent. Oui, c'est mon plaisir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout de suite, nous démarrons cette émission et ce sera avec Marie-Constance. Marie-Constance, vous êtes femme au foyer, vous êtes mère. Dites-nous, dans quelle classe est-ce que vous vous mettez concrètement? Femme émancipée ou femme non émancipée? Je suis une femme émancipée. Émancipée, sur quels critères est-ce que vous vous basez pour vous dire émancipée? Je suis une femme émancipée parce que je suis allée à l'école, je connais mes droits et devoirs que j'exerce, je travaille, j'éduque les enfants et je contribue aux charges du foyer avec mon époux. Alors, en premier lieu, vous avez dit que vous êtes allée à l'école. Est-ce que aller à l'école est primordial pour se dire émancipé? Oui, il faut aller à l'école, il faut être éduqué. En allant à l'école, on vous apprend ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que l'émancipation. Et en allant à l'école, on vous envoie une petite lumière qui vous permet de voir. Parce que sans école, on est dans l'ignorance. Et il faut être à l'école également pour connaître ses droits et devoirs en tant que femme? Forcément. Forcément, il faut aller à l'école. Il faut le savoir. Même quand vous n'allez pas à l'école, vous allez dans un centre ou quelque part où on vous apprend vos droits et devoirs. Donc, l'éducation est essentielle. Très bien. Cyril Seke, pourquoi de nous? Oui. Je viens à vous. Émancipation et autonomisation de la femme, peut-il avoir l'un sans l'autre? Pour ma part, je dirais non. Je dirais même que j'ai besoin d'un troisième concept, en plus de ces deux-là. Émancipation, oui, je suis d'accord avec la définition qu'on a donnée, puisque émancipation vient d'émancipare, du latin, donc se libérer du droit de vente en tant qu'esclave et tout. Et par extension, on voit la liberté par rapport à l'autorité de l'autre, par rapport à la tutelle, et ainsi de suite. Donc, précisément par rapport à la femme, se libérer entre griffes, par rapport à... Je mets entre griffes parce que... justement, quand vous dites émancipation, autonomie, j'ai parlé d'émancipation. Mais si cette émancipation doit être quelque chose d'épanouissant, il faut se demander de quoi je m'émancipe, de qui je m'émancipe et pour quelle cible en termes de vision, en termes de rêve éveillé, en termes d'objectifs. Et de ce point de vue, à l'émancipation et à l'autonomie, ça aussi entre griffes, je voudrais ajouter la complémentarité qui fait appel à la relation qui lie donc l'homme et la femme. Parce que même quand on dit on court vers une certaine autonomie, je dis une certaine autonomie. Parce que l'autonomie, à savoir, je me suffis à moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je connais beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très autonomes et si autonomes qu'elles vivent seules.
Et ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Qu'elle vive seule, est-ce que c'est un bonheur pour elle? Pour un homme, ce n'est pas possible. Que ce soit l'homme ou la femme, l'homme grand H est fait pour vivre en relation. Et donc, pour moi, on peut parler de l'émancipation, de l'autonomie, mais dans le contexte de la relation qu'il y a mais entre l'homme et peut-être qu'elles la femme. sont heureuses en étant seules. C'est vrai que le bonheur peut être relatif. Voilà. Mais si on parle de bonheur absolu en termes d'émancipation, d'épanouissement, parce que l'épanouissement est plus large que l'émancipation, je crois que seul, vous pouvez faire vos enquêtes, hein, ce n'est pas possible d'être heureux seul. Bien entendu, ce n'est pas possible. Et Nadège, je ne crois pas que si vous deviez vous suffire à vous seul, il n'y aurait pas fallu que Dieu vous crée un homme pour être à vos côtés. Voilà. Marie-Constance, est-ce que vous aussi vous estimez qu'il faut nécessairement le concept relation pour que émancipation et autonomisation soient équilibrés? Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas être émancipé seul. C'est par rapport à quelque chose. Quand on parle d'émancipation, on voit que les femmes veulent s'émanciper parce qu'à un moment donné, il y a une pesanteur. Et il y a une pesanteur, c'est qu'il y a une relation. Et cette relation, on voit du côté de l'homme. Maintenant, si la femme s'émancipe, c'est que les rapports entre l'homme et la femme doivent être un peu plus fluides. Et souple. Et souple. Voilà. Et ça entraîne l'autonomisation. Ça permet à la femme d'être autonome. Et vous savez, quand la femme est émancipée, c'est pour le bonheur du couple. C'est pour le bonheur du couple. Parce que la conception du couple est autre chose, l'éducation est autre chose, les échanges sont autre chose. Et puis, on est heureux de vivre ensemble. Il y a l'harmonie du couple. Donc, moi, je dis l'émancipation, c'est une très bonne chose. Et j'aime bien, si vous permettez, quand on va au verbe, j'aime bien qu'on parle de s'émanciper et non émanciper. On ne développe pas quelqu'un, mais on se développe. Donc, c'est très important. Très bien, on se développe. Nadège, est-ce que vous pensez que vous êtes développée? Je suis émancipée, je suis une femme émancipée. J'ai été à l'école, comme l'a dit Marie-Constance. Je suis dans une administration, je travaille et j'apporte forcément un plus à mon foyer, donc je suis émancipée. Voilà. Très bien, très bien. Et je suis sûr que vous me direz également que tout va bien avec votre mari, je dirais. Alors, Marie-Constance, est-ce que, puisqu'on parle d'émancipation, est-ce que l'environnement définit ce qu'est l'émancipation? C'est-à-dire l'émancipation en Afrique, par exemple, la comparant à l'émancipation ailleurs, sur d'autres continents, est-ce que c'est pareil? Pas tout à fait. Quand on prend la définition est la même. Mais la mise en application dépend des milieux. L'émancipation, la femme qui est émancipée en Europe n'est pas comme celle de l'Afrique. Qu'est-ce qui va faire la différence? Celle de l'Afrique, c'est à cause des pesanteurs sociologiques. Je crois que monsieur époux Padono, Cyril, il peut bien le dire. C'est-à-dire la pesanteur africaine ne permet pas à la femme de s'épanouir, de s'émanciper comme il le faut. Certains diront que c'est des valeurs propres à nous qu'il faut garder. Oui, Cyril, oui, ça m'intéresse ce sujet, parce que c'est vrai, je n'aime pas trop souvent quand on peint l'Afrique en noir. C'est vrai qu'elle est noire, on est noir, mais ce n'est pas pour autant que notre cœur est noir. Je crois que c'est vrai, on a nos cultures. Mais il est question aujourd'hui de faire l'effort de nous adapter à nos propres cultures. C'est vrai, certains aspects paraissent comme des poids, des pesanteurs, mais ce n'est pas le tout qui est pesanteur. Il y a des valeurs en cela qu'on peut récupérer. Et comme j'aime bien le dire quand je débat dans le monde spirituel, je dis on peut garder sa culture sans le culte, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses à récupérer là. Et quand on jette l'eau du bain avec le bébé, on a tout perdu. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'émancipation, ça se fait plus par référence à l'Occident. Alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes ordres de valeurs. Donc, il faut réinventer l'émancipation et le féminisme, tout ce qui va avec, en rapport avec le contexte qui est africain. Parce que ce concept de féminisme, si vous voulez, remonte à très loin. L'Afrique était déjà dans un élan d'émancipation de la femme, et c'est la colonisation qui est venue nous freiner, nous arrêter sur ça. Ce n'est pas nouveau en Afrique que de laisser la femme
s'épanouit. Vous vous rappelez de la reine Cléopâtre, ça c'est loin, l'Égypte, mais L'Égypte. à nos côtés ici, le royaume Ashanti, qui est aujourd'hui le Ghana, Oui. il y a des reines qui étaient justement des chefs de guerre. Dans l'empire Zoulou, En de Afrique Tchaka, du Sud. il y avait des escortes de femmes. D'accord. On a Alors, les Amazones Cyril- à côté ici. Donc bref, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Afrique sait donner l'occasion à la femme de S'émanciper. Alors, Cyril Seké, comment vous entrevoyez l'émancipation de la femme africaine? Voilà, pour moi, l'émancipation de la femme africaine, c'est juste que ça se pense et que ça se fasse dans un contexte concerté et même complice, si vous voulez, entre l'homme et la femme. Parce que même quand on va venir dans notre contexte africain, Les hommes favorisent-ils cet environnement pour que la femme africaine soit réellement épanouie de manière à ce qu'il y ait complicité? ouais, les hommes qui sont hommes le favorisent. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire par les hommes qui sont hommes? Parce qu'un homme, c'est un homme. Il n'y a pas d'homme-femme, à ce que je pense. Il y a un homme qui s'appelle Anne qui a titré un livre comme ça, Soit un homme. C'est vrai, on peut être masculin sans être un homme. Parce que l'homme, ce n'est pas forcément avoir l'élan de suprématie sur celui qui est de sexe contraire. C'est plutôt, je vais vous ramener à un concept très banal, très simple. Oui. Concept de berger et de boucher. Vous voyez, si on dit que l'homme, c'est vrai, il est connu comme chef de famille, c'est lui qui conduit. Mais on peut être un chef comme un boucher, qui charcute tout pour la consommation. Mais on peut être un chef à la façon berger, qui prend soin, qui donne l'espace, qui donne conduit. l'occasion, qui épanouit l'autre. C'est ça, être un homme. Ce n'est pas autrement. Audrey, vous D'accord. êtes Si un homme? vous êtes Ou vraiment un voulez homme, être un Vous homme? avez, Donnez vous avez l'espace. l'impression que je suis une femme. Mais Marie-Constance, direz-vous qu'en Afrique, les droits de la femme sont bafoués et que réelle émancipation, il n'y a pas? Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas l'émancipation. Les droits, au départ, étaient bafoués. Oui. C'est parce que les femmes ne savaient pas comment conquérir ces droits-là, ne connaissaient pas leurs droits. Et les hommes ne voulaient pas, les vrais hommes, ce n'est pas les hommes féminins, les vrais hommes comme moi, Nadège. les vrais hommes ne voulaient pas que les femmes connaissent vraiment leurs droits. Parce qu'ils se disent que connaissant leurs droits, vous voyez, quand, je vais vous dire, je ne sais pas, une partie de la Bible, Adam et Ève, Oui. lorsqu'ils ont mangé le fruit défendu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont vu, leurs yeux se sont ouverts. Là maintenant, les hommes, d'entre-temps, ne voulaient pas que les femmes soient émancipées, ne voulaient pas que les femmes connaissent leurs droits et leurs devoirs. Ils ne pensaient qu'aux devoirs des femmes, alors que les femmes ont des droits. Parce qu'ils se disent que connaissant leurs droits, elles vont commencer par s'affirmer. Il y aura un déséquilibre dans le ménage, dans le foyer. Donc, ils avaient eu peur en son temps, mais maintenant, progressivement, avec l'éducation, la scolarisation, les femmes ont compris et les hommes aussi ont commencé par les accompagner tout doucement. Dans cette Donc, émancipation-là. Dans cette émancipation parce que c'est relationnel. Bien sûr. Et justement, pour étayer vos propos, nous avons promené notre micro dans la ville et recueilli l'avis de quelques femmes sur ce concept émancipation. Comment est-ce qu'elles le vivent? Suivons ensemble cet extrait et revenons sur ce plateau. Pour moi, une femme émancipée, en un mot, c'est une femme qui comprend le rôle qu'elle a à jouer, que ce soit dans son ménage, que ce soit dans sa famille, au sein de la communauté dans laquelle elle se trouve, et anticiper, prendre des décisions et aller au-devant des choses, ne pas se cloîtrer et attendre que quelqu'un vienne lui apporter la solution, puis aller chercher à comprendre et trouver la solution. Ce n'est pas lui à l'instruction, pas forcément. Ce n'est pas aussi non plus occuper de grandes postes de responsabilité avant qu'on dise qu'elle est émancipée. Non. En réalité, tel que moi je comprends le mot femme émancipée, ça apporte beaucoup de choses positives que de choses et plus que de choses négatives dans le ménage. C'est-à-dire une femme qui comprend qu'elle est la moitié de son conjoint et qui sait qu'elle doit anticiper sur les choses. Parce que la femme, généralement, voit beaucoup plus le danger venir que l'homme.
que l'homme n'est pas aussi concentré sur les problèmes de la maison ni de l'environnement immédiat comme la femme. Donc la femme qui est émancipée et qui, par rapport à l'éducation de ses enfants ou comment tenir le ménage ou la maison, devance les choses et propose des solutions à son conjoint. La vie d'une femme fonctionnaire, mère, surtout quand les enfants sont encore petits, c'est difficile. Quand vous n'avez personne à côté, c'est vraiment difficile. Et en notre temps, il n'y avait pas beaucoup de crèches pour qu'on aille déposer les enfants. Et même s'il y en avait, ce serait vraiment cher. Alors, nous avons la chance d'avoir des domestiques. C'est pas comme aujourd'hui où c'est rare. J'avais eu la chance d'avoir une dame, pas une dame, une jeune fille. Les enfants l'appelaient Tata. Et elle m'avait vraiment beaucoup aidée. Elle et ma belle-mère aussi. Quand j'accouche, elle est là à m'accompagner jusqu'à un certain niveau. Et puis elle s'en va, donc c'est la Tata qui s'en occupe. Et il y a certains maris qui n'aiment pas que leurs femmes confient les enfants aux domestiques. Bon, ils ont parfois raison, mais ils doivent les comprendre aussi. Il y a aussi que les filles d'aujourd'hui ne veulent pas se donner à fond pour réussir leur ménage. J'espère, Nadège, que vous y mettez à fond pour réussir votre ménage quand même. C'est sûr. Marie-Constance, alors, on a suivi ce vécu de ces deux femmes en extrait. Vous y retrouvez-vous, vous qui avez été fonctionnaire, vous y retrouvez-vous dans ces expériences qu'elles ont partagées avec nous? Totalement, totalement. La première, lorsqu'elle parlait de « il faudrait que la femme comprenne pour mieux s'occuper des enfants, savoir », je dis, mais le comprendre là vient d'où? Il faut que la femme puisse avoir les connaissances. Il faut que la femme puisse avoir les informations pour savoir comment vivre, vivre dans une maison, dans un foyer, dans un ménage, savoir connaître ses droits. La deuxième femme tout à l'heure, oh là, elle m'a fait plaisir. Parce qu'elle sait que la femme, elle est d'abord épouse, elle est mère, elle est femme au foyer, et puis elle doit s'occuper des enfants. Mais étant au boulot, elle ne peut pas tout faire. Elle a beau avoir 1500 bras, 5000 bras, elle ne peut pas tout faire. Parce que être efficace au boulot, efficace dans le ménage, elle ne pourra pas faire. Et même au lit. Vraiment, mais là, elle ne pourra pas faire parce que si elle finit tard de faire le ménage, arrivée au lit, elle est fatiguée. C'est là où le mari va la bouder. Vous voyez? Donc, elle a dit qu'elle se faisait aider. C'est ça qui est intéressant. On va revenir sur ce côté, l'aide à la femme, au foyer. Mais Cyril Seke, vous, est-ce qu'il est facile pour vous d'accepter que votre femme soit autonome? Parce que tout de suite, dans le reportage, ou du moins dans les extraits, on l'a suivi, une dame qui disait qu'il n'est pas toujours facile pour les hommes de l'accepter. Vous, quelle est votre position? Pour moi, d'abord, il n'y a pas d'autonomie, selon moi, en réalité. Il y a des complémentarités. Donc, si on s'entend dans ce sens-là, je dirais que si vous demandez à ma femme d'être autonome, dans le premier sens, elle va vous dire non elle-même. On est d'accord que, oui, parce que on est tous d'accord que l'un a besoin de l'autre pour être complet. Quel que soit ce que vous avez comme fortune, comme savoir, ce n'est pas possible seul de se suffire. Donc, mettons d'accord que c'est toujours dans le contexte de complémentarité, comme la première dame d'ailleurs l'a abordé. Et effectivement, moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, un homme qui est homme trouve en cela une opportunité. Ça vous rend quel service que votre femme ne serve à rien d'autre que le lit et puis le ménage. C'est une perte parce qu'en réalité, la femme, c'est une bombe en termes d'énergie. Moi, je l'ai compris et j'en profite beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'homme sait libérer l'énergie que la femme a, c'est lui qui en jouit le premier d'abord. C'est comme une représentation que l'on fait. On compare souvent la femme à la déesse Shiva en Inde, qui a plusieurs bras à la fois. Et il y a une de nos cantatrices qui a dit, j'aime bien cet acrostiche-là, femme. Et bon,
pour les questions de WhatsApp aujourd'hui, femme s'écrit bien F-E-M-M-E, n'est-ce pas? Oui. Ça fait force émancipatrice, Oui. qui maintient le monde en équilibre. Mais aujourd'hui, si on arrache à cette femme le potentiel, la possibilité de faire ce rôle qui lui est existentiellement assigné, justement, la société n'y est plus. Et c'est à ça qu'on assiste maintenant, en fait. La femme, elle est centrale dans la société et l'homme qui le comprend, franchement, prend de la retraite avant l'âge. Alors, Cyril Seké, cette année, la communauté internationale choisit comme thème de la journée du 8 mars « Je suis de la génération de l'égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Oui, levez-vous pour les droits des On parle femmes. d'égalité là. Est-ce que vous pensez que c'est un combat Tout de suite, qui je est- réagis tout de suite. Moi, dans tous les plateaux où je suis, que ce soit à l'extérieur ou chez nous ici, dès que ce mot sort, je me réveille. Quel Parce est ce que mot? Quel est ce Le mot? mot égalité, Oui. c'est ça qui amène le monde à sa perte. Très bien. Il faut éviter. Parce que rien n'est. Écoutez, vous voyez, j'ai gardé ce silo pour vous le montrer. Ce silo, Oui, vous voyez, le couvercle est différent du corps du stylo. Bien sûr. Il ne peut pas avoir d'harmonie si les deux sont les mêmes. C'est parce qu'ils sont différents que l'un complète l'autre par quelque part qu'on a de l'harmonie. Et qu'on arrive à fermer. C'est pas possible. L'égalité, c'est pas vrai. On est fait pour être complémentaires et ce n'est que ça qui résonne au point de vue de l'humanité. C'est une voix qu'on entend rarement, hein, cette voix-là qui n'est pas vraiment pour l'égalité entre hommes et femmes. Constance, est-ce que vous partagez le même avis? Mais je peux vous dire que je partage le même avis. Ah oui. Quand on crie égalité, égalité, je dis non. S'il vous plaît, il ne peut pas avoir d'égalité. Je sens que Nadège Il y a le risque pôle d'être pas nord d'accord et le avec pôle vous. sud. Ah, il y a le pôle nord et le pôle sud. Les deux doivent se mettre ensemble. Même quand vous voulez mettre la prise, une prise, quels sont vous dit nord ici, sud là, plus, moins, et que vous mettez pour que ça marche. Mais qui est-ce Mais qui doit? maintenant- Qui est-ce qui Je doit? ne suis pas d'accord. Oui, Vous Nadège, l'avez Nadège. dit tout à l'heure, je Oui. ne suis pas d'accord parce que je n'ai pas eu généralement en face de moi des hommes qui sont aussi compréhensifs du thème de complémentarité comme Cyril Seké. Cyril Seké. Oui. Et donc, si je me retrouve en face d'un homme tel que Cyril Seké qui comprend que l'homme et la femme sont complémentaires, c'est déjà que mon point de vue sera différent. Est-ce qu'il faut forcément attendre d'être en face d'un tel homme comme elle le décrit Justement, avant d'avoir un point de vue justement, différent ou déjà dans sa tête, on doit être clair que Pour moi, l'égalité, il y a pour moi, il y a la un femme problème. n'a pas besoin de courir derrière l'émancipation. Très bien. Parce qu'elle est l'émancipation. Je sens que Nadège vous suit La attentivement. femme la femme est l'émancipation. La femme est la mère de son mari. On est Oui, d'accord? oui, Donc, oui. la femme est la mère de l'homme, on le dit souvent. Bien sûr. Donc l'émancipation, c'est elle-même qui l'a. Cet homme qui est macho, qui l'a élevé, c'est une femme, quelque part. Bien sûr. D'accord? Donc, en fait, tout vient de la femme et tout devrait retourner à la femme, si tant est que, effectivement, on en est conscient. Donc, pour moi, même la femme qui a en face de lui un homme, pas homme, Pas homme. elle Voilà. a les ressources, C'est bon. elle a tous les potentiels pour Redresser. remodeler cet homme. Mais il y a des hommes qui sont... Non, il faut savoir par quel bout les prendre. Comment L'homme Comment est... faire comprendre donc à l'homme que... Vous pouvez donner un l'homme- exemple concret de cas d'hommes qui vous créent un problème qu'on peut... Je vous dirai comment il faut faire. Le temps qu'elle ne se retrouve, le temps qu'elle ne se retrouve, Marie-Constance, est-ce que la femme, déjà, elle ne doit pas effacer de sa tête ce concept d'égalité et reconnaître un tant soit peu qu'elle n'est pas forcément à l'image de l'homme tout de suite, plutôt que de s'attendre à ce que ce dernier se plie, soit doux, soit tendre, avant de pouvoir Non, reconnaître qu'ils sont ce égaux. n'est pas Ce ce n'est que la femme même n'attend pas pas ce que- ça. Oui, Nadège, je voilà. vous reviens. Nadège, je vous reviens. Ce n'est pas ce que Marie-Constance. Ce n'est pas ce que la femme attend de l'homme. Et qu'attend-elle alors? Quand les femmes parlent d'égalité, non, ce n'est pas l'égalité, c'est la complémentarité. Il faudrait que l'homme sache que je suis complémentaire. Nous sommes ensemble pour nous entendre, pour mener une vie ensemble dans l'harmonie. Oui. Il n'y a pas un plus, un moins. Exactement. Nous sommes tous des je plus, tu plus. Et même si vous voulez, même au point de vue de leadership, en fait, dans un couple, le leadership est alternatif. Il y a des choses pour lesquelles il faut laisser votre femme faire. Bien sûr. Elle est meilleure que vous en ça.
il y a d'autres aspects où c'est l'homme qui dirige. Donc, même le leadership doit être alternatif. Exemple d'aspect où on doit laisser le leadership à la femme pour montrer aux hommes qui ne sont pas hommes. Puisqu'on est en Afrique, je vous donne un seul exemple qui est très simple. La subsistance dans le ménage, c'est le génie de la femme. Même sans ressources dans la maison, elle a ce qu'il faut pour régler ce problème-là. Alors donc, l'homme a intérêt, sur certains aspects, de laisser le leadership à la femme. Par contre, il y a des choses, par exemple des aspects de cadrage, peut-être des enfants, pour leur faire comprendre qu'il y a des limites. Mais est-ce que c'est toujours vérifié que la subsistance reste tout de même entre les mains de la femme? Est-ce que c'est toujours vérifié? Quelle que soit la proportion que vous donnez, monsieur, je vais te dire, non seulement ça, c'est un exemple très simple. Oui. C'est la femme qui choisit ce qu'elle veut préparer à l'homme. Pas toujours. Par exemple, pour petite anecdote, Oui. je connais un Cyril, monsieur c'est qui que se vous plaignait. croyez que Je connais un Rodrigue monsieur. Babaveto Je connais. Ah non, je suis un homme, mais je vais vous le prouver tout à l'heure. Je vous raconte une anecdote. Un homme qui se plaignait à moi, par exemple, de ce que, à chaque fois que sa femme veut préparer, elle lui demande qu'est-ce que tu veux manger. Qu'est-ce que tu veux manger à chaque fois? C'est un signe de respect. C'est un signe de respect, vous me direz. Mais lui, il est gêné parce qu'il n'a pas de problème avec cela. Sa femme peut préparer tout ce qu'elle veut, il mangera. Donc, il n'est pas forcément dit que la femme, à tout bout de champ, prépare ce qu'elle veut. Elle cherche de temps à autre à savoir quel est l'avis de son époux. À son homme, qu'elle lui demande, hé chérie, qu'est-ce que tu veux que je Madame prépare? Marie, je vais vous aider. Oui. Donc, quand elle dit c'est la femme qui prépare ce qu'elle veut. Oui. Quand bien on vous dit je veux manger du riz. Oui. Est-ce que vous savez comment le riz là est composé à la cuisine là-bas? Ce qu'elle y a mis, comment elle a assaisonné? En fait, Exactement. c'est elle qui a le lead de ça, tout simplement. Et puis, en fait, c'est aussi un bon canal pour se nourrir de cet amour qui brûle entre eux. C'est pourquoi c'est dommage aujourd'hui qu'il y ait des foyers où c'est la bonne qui fait tout. Vous divorcez chaque jour sans savoir si ces rôles-là sont arrachés. Le côté, Alors, Cyril, oui, c'est que Nadège. je voudrais dire, vous êtes thérapeute relationnel. Est-ce que vous avez déjà eu à régler de ces genres de conflits matrimoniaux nés de l'indisponibilité de la femme parce qu'elle est obligée de confier Ça, c'est un autre sa cuisine problème, à... hein. Ça, c'est tous les jours que ces problèmes-là viennent à nous. Tous les Et jours. J'ai actuellement un sur le tapis et sur lequel on fait un traitement comme il se doit. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous voyez, la femme n'est plus... nos femmes d'aujourd'hui oublient la différence qu'il y a entre elles et ce que nos grands-mamans avaient été. On veut, dans l'élan d'émancipation, entre griffes, Oui. on est devenus tous égaux. C'est votre mot, c'est pas le mien, je le prendrai jamais. Bien sûr. On va tous au boulot le matin et on rentre tous le soir à 1h tardive. Et puis voilà. Du coup, il se pose un problème, même si la femme est volontaire n'importe comment, elle ne peut pas y arriver. Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, aujourd'hui, la question doit être très préoccupante pour nous tous, en tout cas, au moins dans le continent africain, pour pouvoir réinventer notre façon de nous battre, pas pour l'égalité, mais pour la complémentarité, restaurer sur la base de nos valeurs qui, heureusement, subsistent encore un peu, pour qu'on puisse avoir un certain équilibre, parce que c'est de l'équilibre qu'il s'agit vraiment. D'accord, il s'agit de l'équilibre et Marie-Constance, pour réellement maintenir l'équilibre dans son foyer, quand la femme va être absente, quelle doit être la mesure à prendre? Oui, ce à quoi nous avions assisté en notre temps, c'est que quand la femme est absente à la maison, il y avait souvent un parent, une grand-mère, une tante, une nièce qui venait s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, Elles sont devenues sorcières. elles sont devenues sorcières et on ne peut plus les prendre. Et là maintenant, plus de parents à côté et on s'accroche aux bornes bien domestiques. Ouais. Ces bornes, ces domestiques, on te dit, elle est venue prendre mon mari, elles sont ci ou ça. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de réinventer, pas de réinventer, mais de restructurer la gestion de ces accompagnateurs de vie de maison. C'est-à-dire quoi? En formant, en donnant une formation qu'il faut à ces personnes-là. Nous avons beaucoup Alors, de centres, Marie-Constance, on en parlera tout à l'heure, mais dites-nous avant, quel sera donc l'impact de l'indisponibilité de la mère sur le devenir des enfants dans le foyer? Mais c'est clair que les enfants, ils vont se livrer à eux-mêmes. S'il n'y a personne qui les encadre, lorsque la maman n'est pas là, le papa n'est pas là, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a
plein de déviances. Les enfants qui prennent la drogue, les enfants qui ne vont même pas à l'école et qui surveillent, guettent l'heure d'arrivée des parents et ils sont présents à la maison, vous les voyez avec les cahiers. Donc cela est dû à l'indisponibilité de la mère. Des parents qui ne sont pas là. Donc Cyril Seké, donc vous serez d'accord avec celui qui estime que les enfants les mieux éduqués sont ceux qui ont leur mère ayant sa boutique à côté de chez elle et qui arrivent à les surveiller. Et je dirais que le meilleur couple, c'est celui dans lequel les deux conjoints n'ont pas un travail contraignant de 6h à 21h. Il faut pouvoir trouver entre vous deux quelqu'un qui a une fonction libérale qui lui réduit le stress suffisamment pour qu'il puisse s'occuper vraiment de la maison. Et en la matière, il n'y a pas meilleur que la femme. Mais aujourd'hui, avec l'émancipation... On peut s'émanciper dans une fonction libérale. On peut aussi s'émanciper si, par exemple, l'État en est conscient. Je ne veux pas. Si l'État en est conscient, il peut prendre des dispositions pour ça. Moi, je suis partisan de ce qu'on limite, par exemple, le temps de travail de la femme. Par exemple, ça peut se faire. Vous savez, il y a des pays qui comprennent le rôle de la femme et qui accompagnent ça de mesures. En Suède, par exemple, si vous êtes femme, vous avez accouché, vous avez 108 semaines de congé. 108 semaines. Ça fait 1 an et demi pratiquement. Bien sûr. Parce qu'ils savent ce que ça vaut une femme qui s'occupe d'un enfant. Ça, c'est irremplaçable. Quand bien même on veut faire le 50-50 entre griffes, et que par exemple, on peut dire, bon, ok, je te laisse aller t'émanciper, moi je m'occupe des enfants, l'homme n'est pas existentiellement outillé suffisamment pour faire ce que la femme devrait faire. Il a son rôle de cadrage, mais le côté affectif. Et c'est ça qui donne le nom maman. Mais il y en a quand même qui sont élevés que par leur père et pourtant arrivent à évoluer dans la société en tant qu'enfant. Vous les voyez évoluer. Allez voir dans leur couple. Elle avait parlé de cas qu'on reçoit. Si. Quand il y a cet équilibre, au départ, ça rattrape forcément. À tout le moins, au moment où vous mettez en couple, parce que vous recherchez ce qui vous a manqué à l'enfance dans votre conjoint, alors qu'il n'est pas là pour ça. OK. Voilà. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il faudrait que les deux parents soient là pour l'éducation des enfants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérapage au niveau des enfants qui sont bien éduqués par les deux parents. Hein. Ah oui, ça c'est autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Rien n'est parfait, si oui, ça peut arriver aussi, ça peut arriver. Donc, l'idéal, c'est que les deux soient présents. Oui, c'est l'idéal, oui. L'idéal, c'est que les deux soient présents. Quand je dis les deux soient présents, c'est-à-dire, il a dit tout à l'heure, il faut il faut voir le temps de travail de la femme et tout. Oui. La femme qui sait qu'elle doit éduquer ses enfants, elle s'organise d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que quand elle est là et que le papa est en train de dormir, vous savez que les hommes, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Quand la femme revient à la maison... Je suis tenté de vous contredire, mais je vous laisse continuer. C'est ça que tu es là, nous sommes là pour ça. Alors, Marie-Constance, toutes les femmes ne sont pas disponibles. C'est vrai que Cyril Seké l'a évoqué tout à l'heure. Ce n'est toujours pas possible pour toutes les femmes d'être disponibles à 100% pour le foyer. Et voilà, il y a certaines dames qui font appel à ces femmes-là pour les aider dans les tâches. On les appelle communément domestiques, bonnes. Et quelles sont donc les limites de ces auxiliaires dans le foyer? On va le découvrir avec ce reportage que nous a réalisé Stanislas Limpon. Ce matin, Damien, la trentaine, se rend au service. Cette auxiliaire de vie est mariée et mère de plusieurs enfants. Elle travaille dans cette maison depuis des mois. Je viens ici 2 fois et 3 fois ailleurs par semaine. Je fais tout ce qui a rapport avec les travaux domestiques. Donc, je travaille de 8h à 15h pendant 5 jours dans une semaine. 7 heures de travail par jour et ce, 2 fois par semaine. C'est le contrat qui lie ici Damien à son employeur. Mais avant d'exercer ce métier, elle a été formée pendant des mois dans ce centre spécialisé. Aujourd'hui, son employeur se réjouit de ses prestations. Il y a une différence entre ce type d'employé par rapport aux bonnes qu'on avait l'habitude d'aller chercher au village, qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas et malheureusement qui ne donnent pas satisfaction.
et qui ne sont pas honorées même du travail qu'elles sont en train de faire parce qu'elles ne sont pas considérées. Quand vous avez un diplôme en main, tout de suite ça change. Une belle appréciation des services de Damienne, détentrice d'un diplôme professionnel en auxiliaire de vie dont l'État béninois a connaissance. Même de sa moralité, son employeur n'en doute pas. C'est le résultat de la formation que suivent ces étudiantes déjà en attente de recrutement, la demande des familles modernes étant forte. Alors Cyril, c'est que voilà, vous avez suivi attentivement le reportage. Quelle est votre appréciation? Mon appréciation déjà, c'est que je constate que vous avez eu le cas le plus idéal qui existe. Parce qu'il y a 10 fois pire que ce cas-là où justement dans ces fonctions, l'employé n'est vraiment pas dans ses droits du tout. Être traité comme sous-homme, c'est ça vraiment, c'est vraiment déplorable. Donc il faut d'abord combattre cette attention. Ça existe dans notre pays. Parce qu'il faut aussi penser par exemple à la famille de cette dame. Elle va faire ça, mais elle a aussi une famille, la sienne, dont il faut s'occuper à la maison. Il faut organiser son temps de sorte qu'elle en ait pour elle-même également. Ça, c'est ma première réaction. La deuxième chose, c'est que, ce faisant, il faut que ceux qui sont employeurs des domestiques ou du personnel de proximité sachent fixer les limites. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Parce que le concept d'auxiliaire m'intéresse bien. Oui. Auxiliaire, ce n'est pas que tu me remplaces, tu m'assistes. Il faut bien que je continue d'avoir le rôle primordial et que tu me viennes en appui, en assistance. Mais il faut justement, Marie-Constance, que moi qui veux employer ces auxiliaires de vie, je m'arrange à ce qu'elles jouent effectivement le rôle d'auxiliaire et qu'elles ne prennent pas ma place, non? Tout à fait. Quand on parle d'auxiliaires, ça veut dire c'est des accompagnateurs qui vous suivent, qui constituent votre troisième, quatrième bras, qui vous aident. Et vous êtes là, vous êtes toujours les gestionnaires, mais qui sont là pour apporter leur aide. Quelles sont donc les limites de ces auxiliaires-là dans les foyers? Est-ce qu'une auxiliaire a peut-être le droit de cuisiner pour la famille, si on prend cet exemple? Oui, quand on appelle, il faut voir le contenu d'auxiliaire. Si on ne considère pas ces auxiliaires comme des bonnes, parce que ces auxiliaires ont la formation de femmes de ménage, de majordome, de gouvernantes. Et quand on te prend comme auxiliaire, tu fais tout à fait le ménage et tu fais la cuisine. C'est différent des techniciens de surface, de celles qui viennent nettoyer seulement. Le plus que ces auxiliaires ont, c'est qu'elles font la cuisine et elles font des courses, d'autres courses, quand vous voulez bien leur confier des courses à faire. Mais tout de même une question, tout de même. C'est ça, s'il vous plaît. Si on n'a pas vraiment la possibilité, ça peut se comprendre. Mais je ne voudrais pas que ça soit vu comme la règle. Oui. Parce que pour moi, l'homme debout comme ça, vous voyez, il est physique, on le voit, mais il n'est physique que moins de 5% de sa personnalité. On est essentiellement spirituel. Et pour moi, chaque geste dans le foyer compte beaucoup pour se nourrir de cet amour qui est partagé entre l'homme et la femme et plus généralement avec le monde de la famille. Donc, même si l'auxiliaire a toutes les compétences, ma préférence serait qu'elle prépare tous les accessoires pour moi, met à disposition et je fais ma composition en tant que maîtresse de maison pour qu'à travers mes gestes, je communique mon amour aux membres de ma famille. J'en connais qui seraient d'accord avec vous, rien qu'à vous suivre. Oui. Et dites-nous, comment expliquer alors ces dérapages que l'on remarque des auxiliaires de vie qui sont employés, mais qui tout de suite deviennent des maîtresses? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, certaines femmes sont réticentes face à l'idée d'avoir des auxiliaires de vie, quand bien même cela est important pour elles, juste parce qu'elles ont dans la tête cette peur-là que leur mari les laisse tard dans la nuit, fréquemment, pour revenir jusqu'au lever du soleil, parce que, soi-disant, étant à la cuisine. Il y a une petite histoire sur ça. Il y a une dame qui, au beau milieu de la nuit, allait aux toilettes. Oui. Et elle devait traverser la chambre de la bonne avant d'aller à la toilette. En passant la chambre de la bonne, elle a aperçu son mari sur la bonne. Elle a crié. Et le monsieur qui se réveille dit: comment je me retrouve ici? Donc il a fait, bon, bref, il faisait l'innocent. C'est pour vous dire quoi? En fait, ces dérapages,
ces dérapages viennent de très loin. Si vous remontez la pente, vous allez trouver les origines de ces dérapages très loin. Parce que si la femme joue son rôle et tient les limites nécessaires, et que l'homme fait de même, et que c'est vraiment un vrai couple, et que l'homme est homme, ou la femme est femme, la domestique ne peut même pas trouver l'espace. Lorsque vous dites vrai couple, que voulez-vous mettre dedans concrètement? Je reviens, c'est toujours ma question de complémentarité. Chacun sait qu'il a un rôle qui ne peut pas être remplacé. C'est ça le problème. Voilà. On peut vous assister dans ce rôle, mais on ne peut pas le remplacer. On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre à la place de ce rôle. Vous voyez, il y a des dames qui, par exemple, elles peuvent être au salon comme ça, et son mari veut boire de l'eau. Oh, Asiba, donne de l'eau à papa. Voilà. Ça vous coûte quoi de vous lever, aller prendre ce verre d'eau, le donner à votre mari de façon, voilà. Un geste aussi banal. Donc, en le faisant de cette manière, on est en train de passer tout doucement la balle à la bonne. Ah oui, c'est clair. Oui, mais c'est ça. Parce que c'est un canal d'alimentation de l'amour. Je te donne à manger. Il y en a qui font le lit. Voilà, je dis, ce sont des femmes paresseuses. Je complète. Je dis, la femme qui laisse sa bonne, qui laisse son mari prendre sa bonne, je peux dire qu'elle a une part de responsabilité. Oui. Excusez-moi, je dis d'abord, c'est une femme paresseuse. Tout à l'heure, quand je dis que les auxiliaires savent préparer et tout, elles apprêtent tout. Bien sûr. Une auxiliaire ne peut pas me faire manger ou bien quelqu'un d'autre ne peut ni pas même me faire manger. Ni même servir mon mari, non. par exemple. Elle va mettre le couvert et tout. Mais moi-même, je suis là pour même quoi? Le couvert, je ne suis pas sûre. Non, on peut mettre, non, l'auxiliaire met le couvert. Bon, en fait, elle met des gants, assez grands pour protéger ce qui est sien, en fait. Je continue. Il y a certaines femmes, oui, qui vont s'asseoir pour dire à la bonne d'aller faire leur lit, le lit conjugal, d'aller laver la douche. Je dis, mais elles oublient leur rôle. Elles oublient leur rôle. Et ce faisant, la femme qui rentre dans la chambre, qui voit, qui voit le lit qui est déjà sale, elle se dit, oui, il y a déjà eu ici la nuit, et c'est moi qui vais faire. Moi, je dis, cette femme, c'est moi qui vais faire. Et puis... Ça les a préjugés. Et puis, les hommes aussi, quand ils ne se mettent pas à la hauteur, quand ils ne sont pas vrais hommes. Merci de préciser ça. Oui. Quand ils ne sont pas vrais hommes et qu'ils ne se mettent pas à la hauteur, quand ils commencent pas à tutoyer la bonne, à faire c'est fini, c'est vite fait ça. Donc alors, est-ce que la femme ne doit pas bien connaître son homme, savoir si il est du genre à tout laisser passer ou s'il est du genre strict, avant de pouvoir recruter une auxiliaire de vie? Est-ce que ce n'est pas important, Cyril? Il faudrait déjà définir les limites de l'auxiliaire de vie pour éviter ces dérapages. Oui, c'est ce qu'on dit depuis. En fait, tout est question de se mettre d'accord qu'on l'apprend comme auxiliaire et que ça ait tout son contenu. Nous sommes engagés l'un pour l'autre, l'un et l'autre. On est engagés pour nous compléter et vivre, nous épanouir ensemble. Si matériellement, on a des difficultés, question de temps et tout, et qu'on est un peu à bout, on peut se faire assister. Mais les rôles fondamentaux restent immuables. D'accord. Et j'ajouterais, Rodrigue, que ce n'est pas parce qu'un chien est bien dressé que vous allez prendre le risque de passer devant lui un morceau de viande, il va sauter dessus. D'accord, mais supposons un instant que femme, je rentre chez moi très fatiguée, alors là vraiment esquintée, et que j'ai du mal vraiment à faire le lit, alors qu'il n'y a personne d'autre que l'auxiliaire de vie dans la maison pour m'aider à arranger le lit avant que mon époux ne vienne. Que dois-je faire? Pour moi, il m'arrive. Marie-Constance. Moi, je dis, quand il y a l'harmonie entre toi et ton mari, c'est vous deux qui vous couchez dans le lit là. Si je ne peux pas faire, le mari fait. Si je ne peux pas faire, mon mari j'en connais qui ne seraient pas d'accord avec vous, Marie-Constance. D'hommes le feront. Très régulièrement, je me retrouve à faire le lit, moi en tout cas. Pourquoi pas? Vous êtes un vrai homme. C'est quand même naturel parce que c'est... En fait, il faut juste... C'est pourquoi je disais au départ, si on est d'accord de la base là, tout est en fait lié à ça. Parce que pour moi, le lit conjugal, c'est juste un hôtel sacré. Et personne d'autre n'y vient. C'est pas possible. Ni mes parents, ni personne, à part vous deux, c'est un hôtel sacré appartenant à vous deux, point. D'accord, et pourquoi est-ce que, par exemple, c'est une idée qui me vient à l'esprit, pourquoi est-ce que, par exemple, en tant que couple, la femme, essentiellement, ne peut pas aider l'homme, ou du moins
prendre le temps de lui apprendre ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, pour pas que ces craintes-là arrivent à réalité. Marie-Constance, par exemple, le lit. Pourquoi, si l'homme n'est pas en mesure de faire le lit? Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas appris. Il faut le reconnaître. Est-ce que la femme ne peut pas prendre le temps de lui les hommes africains enseigner pensent comment est-ce qu'on le généralement dresse? que ces genres de tâches sont destinées uniquement aux femmes. Et donc, l'éducation doit commencer alors à la base. Et nos enfants d'aujourd'hui, je crois que nos mamans devraient leur apprendre à faire la cuisine, à dresser leur lit pour éviter... Mais Marie-Constance, c'est un cercle qui peut être ou vicieux ou vertueux, selon ce que les acteurs en font. Bien sûr. C'est-à-dire que, comme elle a dit, si déjà on est d'accord pour shifter et retourner à vraiment ces fondamentaux, ces valeurs, c'est déjà, on peut rompre la malédiction entre griffes en travaillant déjà sur nos enfants aujourd'hui. J'apprends à mon garçon que, bien qu'étant homme, il peut aussi apprendre à faire son lit, la vaisselle, choses, ça n'a pas de... Ces activités n'ont pas de genre. Ces activités n'ont pas de genre. N'importe qui peut le faire et devrait le faire. Si on le fait déjà comme travail sur les enfants aujourd'hui, demain, on a des chances d'avoir de bons maris parmi eux. Donc, vous savez, cette idée ne date pas d'aujourd'hui. Il y a bien longtemps déjà qu'on demande un changement de mentalité et une éducation déjà à la base concernant ce sujet-là. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un changement? Ça dépend de où vous êtes. Ça dépend de là où vous êtes. Parce que chaque parent est appelé à éduquer son enfant, fille ou garçon. Parce que ces enfants grandissant, ils deviennent des maris, époux et mères. Lorsqu'ils se retrouvent en ménage avec une autre femme, si déjà, depuis leur maison, ils ont appris à faire le lit, ils le feront. Mais s'ils ne savent pas le faire, la femme leur apprend pour dire, voilà, comment il faut faire le lit et tout. Mais ce qu'il y a, on vient de le dire, le lit conjugal est sacré. Bien sûr. Quand l'homme ne peut pas faire, la femme le fait. Vous n'avez pas besoin de dresser le drap comme à l'hôtel, mais si la femme ne peut pas bien, l'homme ne peut pas bien faire, il n'a qu'à faire comme il peut le faire. On dort là-dessus le lendemain, la femme va le faire. Quand on ne sait pas le faire. Quand on ne sait pas le faire, il y a beaucoup de choses que le couple se retrouve à apprendre. Nous, on a accompagné des jeunes qui sont mariés vierges. Ni l'homme, ni la femme ne savaient rien faire du sexe. Non, mais ils vont apprendre ensemble. Vous leur avez appris à faire l'amour? Ce n'est pas nous qui leur apprenons, mais on les prépare à ça. Quand vous allez arriver à telle étape, vous aurez peut-être des difficultés, ce n'est pas grave. Vous avez 1000 possibilités pour vous l'apprendre mutuellement. Parce que si c'est peut-être avec un CV de 10 hommes que vous, femmes, vous venez dans le couple ce n'est pas évident que vos performances entre griffes puissent être les mêmes, satisfaites par le seul homme que vous épousez. Donc, on peut être nouveau sur des fonctions données, sur des rôles donnés et apprendre, prendre le temps d'apprendre et être à jour. Donc, tout est question de, on se met d'accord, on a une charte conjugale qui nous permet de nous épanouir mutuellement dans la conjugalité. D'accord, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Je partage cette citation d'Émile Zola avec vous. Une femme émancipée et autonome, c'est bien, mais encore faut-il qu'on lui apprenne à gérer sa liberté. Marie-Constance, qu'est-ce que vous en dites? Pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Bien sûr. Ça me rappelle une petite histoire. Au départ, lorsqu'on a commencé par parler de l'émancipation aussi, tant de l'OFRB, Organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, les hommes ont tellement peur des femmes émancipées. On dit femmes émancipées, femmes instruites, femmes lombriques, menada. Et puis, on avait peur. Parce qu'on se dit que ces femmes-là, on ne peut pas les garder à la maison. Il y aura trop de dérapage. Donc, si aujourd'hui on dit femme émancipée et autonomie. Oui. Une femme émancipée et autonome, c'est bien, mais encore faut-il qu'on leur apprenne à gérer leur liberté. Oh, mais c'est ça, c'est clair. C'est clair, la citation est bien claire. Ce n'est pas parce que tu es émancipé, tu es autonome, que tu vas te permettre de faire ce que tu veux. Et mieux, quand tu es en ménage, c'est l'harmonie du couple, c'est l'entente, c'est la complémentarité dans le couple. Et Cyril, comment arriver alors à gérer justement cette liberté-là de la femme autonome et émancipée? Oui, en fait, justement, vous savez, comme on le dit, la liberté n'a de sens que si elle prend conscience qu'elle s'arrête
là où commence celle de l'autre. Celle de l'autre. C'est déjà ça. Et parce qu'en réalité, même quand on dit que l'émancipation vous libère, en réalité, par la suite, je peux volontairement me faire esclave dans le contexte de l'amour. Entre griffes, je dis esclave entre griffes. Et donc, cette liberté, elle devient plutôt quelque chose de concerté, de complice entre l'homme et la femme. Et je crois qu'aujourd'hui, vu l'ampleur que l'élan et le courant de l'émancipation a pris, il y a dit ampleur, aujourd'hui, on a besoin que la femme s'émancipe de l'émancipation. C'est-à-dire que Et que l'homme aussi elle apprenne. devient aujourd'hui les femmes. Bon, pour le moment, on est sur la femme. Et Pour que le l'homme moment, on est sur la femme. On Vous êtes reviendra d'accord. sur l'homme, Nadège. On est pour le moment sur la femme. Oui, et que l'homme Il est aussi. question aujourd'hui que nous nous émancipions de l'émancipation. Parce que tel que c'est parti, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ce qui nous convient. En tout cas, tant qu'on est encore sur ce continent qui est mère de tout, Oui. je crois qu'il faut repenser la question et pouvoir effectivement mettre les limites là où il faut pour que la dignité humaine ait de l'avenir d'une manière générale. D'accord. Marie-Constance, Oui. qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Oui, quand on parle d'émancipation et de l'autonomie, tout à l'heure, on a parlé de l'autonomisation des femmes. Bien Ce sûr. n'est pas parce que tu es autonome que tu te dis que je peux tout faire. Non. Autonome, là, ça veut dire que moi-même, je fais un travail et j'apporte quelque chose. Et quand j'apporte quelque chose, c'est pour mettre dans le panier. Oui. Tu es émancipé. Moi, je dis, ton émancipation fera qu'il y aura l'entente, il y aura la complémentarité, il y aura l'amour pour le bonheur du couple. Très bien, mais il y en a quand même qui, parce qu'elles apportent quelque chose à la maison, estiment que c'est déjà une raison pour être au-dessus de l'homme et ne pas s'humilier ou ne pas être soumise. Et c'est justement ces cas qui amènent, oui, Cyril. Audrey est complexée. De l'émancipation. Non, ce n'est pas un complexe, ce n'est pas un complexe. Il faut s'émanciper complexe. de l'émancipation parce Oui. que, C'est un complexe. en fait, elle se trompe. Elle se trompe et même à des moments donnés, je suis sûr que quand elle se trouve dans sa chambre, Oui. elle va pleurer de toutes ses larmes. C'est une fuite d'ailleurs. Nous, thérapeutes, je parlais de fuite. Ce n'est pas sa vraie nature. Elle fait ça comme fuite pour compenser un vide qu'elle a en fait. Ce n'est pas vrai. C'est pas son vrai elle, ça en fait, pour ainsi parler. Et donc, non, c'est pas vrai. Marie-Constance. Non, c'est pas vrai. Moi, je dis que ces femmes-là ont un problème ailleurs. C'est des femmes complexées. Il faut chercher le problème. Parce que vous êtes en couple, vous êtes avec vos enfants, votre époux, vous travaillez, vous voyez que vous gagnez, vous avez un salaire, vous apportez, vous contribuez. Maintenant, peut-être qu'il y a un truc à préciser, si vous permettez. Il y a quelque chose qu'on n'a pas peut-être bien développé depuis, c'est la question de la base du couple lui-même. Voilà. Comment les gens sont allés au mariage. Ça détermine tout le reste, en fait. Quand on n'a pas de complémentarité, en fait, il y en a qui tombent dans le mariage au lieu d'entrer dans le mariage. Et quand c'est le cas, évidemment, on n'est pas dans une base saine. Effectivement, ce genre de machisme au niveau des hommes peut surgir, il peut y avoir des comportements qui ne vont vraiment pas arranger. Sinon, si vraiment le processus est fait comme il se doit, on s'engage pour la vie sur une base bien pensée et tout, bien organisée. Donc, il n'y a pas de quoi se mettre à s'entretuer de comportements qui ne sont pas convenables. C'est ça la question. Comment on est allé au mariage? Est-ce qu'on y est tombé ou bien on y est entré? Marie-Constance, un conseil pour toutes les femmes? Pour toutes les femmes aujourd'hui, c'est que quand elles sont émancipées, quand elles s'émancipent, quand je parle d'émancipation, elles connaissent leurs droits et devoirs qu'elles exercent et qu'elles ont la chance d'être autonomes, c'est-à-dire de faire un travail, il faut contribuer à l'harmonie du couple. On a vu, monsieur, ce que vient de dire, oui, ça dépend de comment le couple a été mis en place. Si vous êtes tombé en couple, là, c'est un autre problème. Mais si vous êtes rentré en couple, allez dans l'harmonie et soutenez-vous dans l'harmonie. C'est ce que je vais dire à toutes les femmes aujourd'hui. Alors, j'ai le droit à un dernier mot aussi. Oui, voilà. C'est le dernier tour de table. Non, je voudrais bien dire que, d'abord, je rappelle que la question de l'émancipation, elle n'est pas nouvelle pour l'Africain, sauf qu'en temps, la colonisation nous a fait reprendre les choses à zéro, mais c'est quelque chose de fondamental. Et quand on parle d'émancipation, c'est valable et pour l'homme et pour la femme, et du moins, c'est dans un contexte de relation que c'est possible. Si l'émancipation vise l'épanouissement, parce que les deux mots sont différents, il faudrait que ça soit orienté épanouissement, de sorte que
on parle là d'émancipation, mais dans un contexte de complémentarité, comme je l'ai déjà développé, et que justement, le travail sera fait de manière concertée, de manière complice, de manière, complice, j'aime bien le mot complice également, pour accompagner la complémentarité. Donc, une fois encore, on a besoin d'un référentiel africain sur comment on va à l'émancipation, sur comment on peut vraiment être femme, être homme, et dans le couple, trouver son épanouissement. Mais j'avoue que ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Très bien. C'est tout un processus. Merci Cyril Seké, on vous aura compris. Nadège, merci. Ça a été un plaisir d'animer ce plateau avec vous. J'espère qu'on aura encore d'autres plateaux pareils. Bien sûr. Et j'espère que vous avez été certaine maintenant que je suis homme. Marie-Constance, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été également un plaisir. Et pour petit rappel aux téléspectateurs, vous avez été journaliste à l'ORTB et en ce jour particulier de célébration de la journée de la femme, nous sommes tentés de vous laisser conclure cette émission et après, ce sera la fin. Oh ben, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. Vous savez, les générations passent. Les passés ne sont pas toujours les générations actuelles. Les femmes d'hier ne sont pas les femmes d'aujourd'hui. Ce que je vais demander à toutes nos femmes aujourd'hui, surtout à nos jeunes dames, c'est de s'accrocher à leur couple, de s'accrocher, d'aimer leur époux et les enfants et de toujours contribuer à l'épanouissement des enfants. C'est ce que j'ai à leur dire. Des paroles de sages qui ont été données. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre émission.